Bonjour à toutes et à tous. C'est encore un immense plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la semaine de l'expertise. Deuxième édition, on est sur la deuxième journée, trois sujets hier. Et puis on commence la journée. Alors, je voulais vous remercier tout d'abord parce qu'aujourd'hui, on est plus de 250 inscrits sur l'ensemble de ces webinaires. Et donc, c'est sympa, ça montre de l'intérêt. Alors, on aimerait bien battre quand même le nombre de participants de l'année dernière à 500, pardon. Donc, voilà, il y a une super semaine. Donc, inscrivez-vous, c'est génial. Tout d'abord, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Benoît Colombel, responsable de projet à Littoral Normand. Et j'ai notamment en charge la collecte du colostrum en Normandie et puis la délégation des génisses. Et puis c'est moi qui vais vous accompagner tout au long de cette semaine en tant qu'animateur. Alors pour que vous puissiez passer de cette séance dans de bonnes conditions, vous ne pouvez pas prendre la parole pendant ce webinaire. Par contre, vous pouvez poser des questions. Vous avez un onglet sur votre droite, en bas de votre écran. Vous pouvez poser des questions que nous aborderons en fin de séance. Si vous avez des problèmes techniques ou d'autres problèmes particuliers, c'est Aurélie aujourd'hui qui nous accompagne. Vous pouvez utiliser l'onglet chat. Et puis, si vous vous déconnectez, pas de problème. Vous pouvez réutiliser le lien avec lequel vous êtes connecté et vous pourrez nous retrouver. Et puis, dernière chose, pour que vous puissiez passer cette séance dans de bonnes conditions, mettez-vous en plein écran, vous verrez bien le diaporama de l'intervenant. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Monsieur le Président, vous avez mis votre belle chemise pour aujourd'hui. Donc, je vous laisse la parole pour les quelques mots. J'y vais. Si tu peux y aller, Frédéric. Tout le monde t'entend. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Frédéric David. Je suis éleveur dans le Calvados, président délégué de Littoral Normand. Je suis sur une exploitation laitière en société à 4 et en conversion agriculture biologique. Donc, bienvenue à la semaine de l'expertise. Nos experts vous proposent cette année un programme très riche avec des thématiques variées, en production laitière, mais également en production de viande. Et afin d'apporter d'autres éclairages, nous avons aussi sollicité quelques intervenants extérieurs. Exactement. Nous espérons bien sûr que ce webinaire Soigner naturellement avec quelle plante vous apportera satisfaction. C'est donc Cyrielle qui va intervenir, notre grande spécialiste. Et donc, je vais redonner la parole à Benoît. Oui, écoute, Cyrielle, tu peux nous rejoindre, si tu veux bien. Merci à tous. Alors, voilà, Cyrielle, merci de nous... Hop, un petit peu de zoom parce qu'on voit l'envers du décor. Alors, Cyrielle, elle va nous parler donc, comme disait Frédéric, de comment... des plantes et surtout comment on soigne avec les plantes. Voilà. Alors, Cyrielle, elle a pratiqué... elle a une grande expérience de terrain. Elle a pratiqué pratiquement 10 ans en tant que vétérinaire praticien. Et puis aujourd'hui, elle s'occupe d'une équipe, de l'équipe de nature. Et donc, voilà, elle va nous présenter son thème, soigner naturellement avec quelles plantes, pour quelles indications. Alors, Cyrielle, je crois qu'il faut que je commence avec le sondage. Tout à fait. Donc, je vous mets un sondage. Donc, vous avez l'onglet chat, questions, sondage à côté. Et puis, je mets le sondage en ligne et donc, vous pouvez y répondre. Et puis, on donnera la réponse au sondage en cours de cette conférence. Alors, écoute, Cyrielle, à toi de jouer. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Très bien. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet qui fait de plus en plus d'adeptes, l'utilisation des plantes en élevage à visée thérapeutique. Cette thématique suscite de nombreuses questions, comme quelle plante utiliser, de quelle manière, pour quelle indication et pour quels résultats. Ça sera donc l'objet de cette présentation et de notre discussion qui fera suite. Lorsqu'on soigne avec des plantes, il faut savoir sous quel format celles-ci sont utilisées, car les propriétés pourront être différentes en fonction de l'utilisation en phyto ou en aromathérapie.
Mais quelles sont les différences entre les deux? Ça sera donc l'objet de notre premier point. Ensuite, nous nous attarderons à définir un mot un peu compliqué, mais qui a toute son importance lorsqu'on utilise des huiles essentielles. Je veux parler du chémotype. Enfin, à cette théorie, place à la pratique. J'illustrerai mes propos avec des exemples concrets sur des plantes que vous connaissez tous, à savoir le romarin, le thym et l'eucalyptus. Vous aurez bien sûr reconnu le thym et le romarin, qui sont deux plantes qu'on retrouve communément dans les jardins et qui servent en cuisine. Ce sont leurs versions phytothérapie. Ici, la feuille d'eucalyptus, en version phytothérapie également, elle sert plutôt à la base pour l'alimentation des koalas. Les trois fioles sont leur version huile essentielle, aromathérapie. Concrètement, qu'est-ce que cela change entre la plante thym et sa version huile essentielle au niveau propriété, utilisation chez l'animal? Quelle différence entre la phyto et l'aromathérapie? La phytothérapie tire son nom du grec phytos, qui veut dire plante. Donc on a littéralement le fait de soigner par les plantes. Plusieurs façons de retrouver les plantes au sein de votre élevage. La première, plutôt méthode traditionnelle, lorsque par exemple vous utilisez une infusion de thé ou de tisane de foin pour aider les veaux ayant des troubles digestifs. Souvent, cette première méthode s'apparente un peu à des remèdes dits de grand-mère. Deuxième version, l'utilisation de prairies dédiées avec des plantes bien spécifiques dans lesquelles on fait pâturer les animaux afin qu'elles consomment des plantes avec des propriétés thérapeutiques. Ce sont les prairies dites pharmacie. Dernière version, qui est de loin la plus développée en élevage, c'est l'utilisation de compléments alimentaires qui contiennent des extraits de plantes pour différentes indications. L'aromathérapie n'existe pas à l'état naturel. Elle résulte d'un procédé chimique. En effet, un peu comme pour la fabrication de l'alcool, on va obtenir une huile essentielle après une distillation. C'est donc une branche particulière de la phytothérapie. Après avoir fait chauffer les plantes dans un système d'alambic et par refroidissement, nous allons donc obtenir une fameuse huile essentielle. Le résultat est peu volumineux, très concentré et contient de nombreuses molécules chimiques différentes ayant des propriétés diverses et variées. L'aromathérapie se retrouve sous différentes formes en élevage. La première, les flacons d'huile essentielle pure. En l'absence d'AMM, autorisation de mise sur le marché, les flacons d'huile essentielle pure sont autorisés par la voie olfactive uniquement, sauf exception si vous avez une prescription sur une ordonnance par votre vétérinaire. D'autres produits contiennent des huiles essentielles et sont beaucoup plus développés en élevage. Souvent, ce sont des produits qui servent pour le soutien d'une fonction, des produits d'hygiène, et on retrouve souvent ces produits en application locale sur les animaux. Dernière possibilité de retrouver les huiles essentielles au sein de votre élevage, c'est dans les compléments alimentaires. Nous l'avons évoqué tout à l'heure, au sein d'un complément alimentaire, on peut à la fois trouver des plantes en version déshydratée, et dans ce cas-là, ça s'apparente à de la phytothérapie, mais on peut également avoir des plantes en version distillée, huile essentielle, aromathérapie. Les deux sont concomitantes dans un même produit. Avant de passer à la suite, on va pouvoir peut-être avoir les résultats de la première question, qui était de savoir si vous avez déjà utilisé des produits à base de plantes ou d'huile essentielle pour vos animaux. Benoît, as-tu... Alors, donc, oui, mais c'est encore tombé là. 63% de non, 38% de oui. D'accord, donc en fait, on a un public peut-être un petit peu novice qui s'intéresse. Et donc, c'est le bon endroit pour prendre toutes les informations, car c'est vrai que c'est une nouvelle façon de soigner et il faut s'informer avant de commencer à utiliser ce type de produit. Donc, exactement. Cette présentation va pouvoir répondre à toutes vos questions. Alors, à tout à l'heure. À tout à l'heure.
Alors, passons maintenant à la définition d'un nom un peu compliqué qui va vous faire gagner peut-être des points au Scrabble, le chémotype. Le chémotype ou le chimiotype, type chimique, porte ce nom puisqu'en fait, il va permettre d'identifier les molécules chimiques d'importance au sein d'une huile essentielle. En effet, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, au sein d'une même huile essentielle, nous avons diverses molécules, une centaine en moyenne. Ces molécules ne sont pas toujours dans la même composition et la même répartition, ce qui va lui conférer des propriétés thérapeutiques différentes en fonction du fameux chémotype. L'outil pour définir le chémotype s'appelle la chromatographie. C'est elle qui permet en fait d'identifier, de vraiment donner une carte d'identité de l'huile essentielle. Pour savoir si une huile essentielle a été chémotypée, on va regarder sur l'étiquette et certains logos pourront nous faire référence à cette analyse. J'y reviens juste ensuite. À quoi ressemble une chromatographie? Vous avez ici 3 graphiques. Ils ne sont peut-être pas très lisibles, mais le but est vraiment d'avoir une vision globale de ces 3 graphiques. Nous avons ici détaillé une huile essentielle, qui est l'huile essentielle de thym vulgaire. À la base, la plante est la même. Et pourtant, on se rend compte qu'au niveau chromato, on a une répartition et une composition moléculaire totalement différentes. Ça va être donc 3 chémotypes différents. Le chémotype thym vulgaire à thymol, thym vulgaire à linalol et thym vulgaire à tujanol. Pourquoi avoir 3 chémotypes différents alors que la plante initiale est la même? Cela résulte des conditions dans lesquelles la plante a poussé. En effet, le thym vulgaire se retrouve, on va dire, d'une manière commune à peu près sur l'ensemble du territoire français. Par contre, il va avoir poussé dans des conditions qui vont être différentes si c'est au nord ou au sud de la France. La pluviométrie, l'ensoleillement, l'altitude, tout ça va lui conférer des propriétés différentes qui font se retrouver au moment de l'extraction aromatique lorsqu'on effectue la distillation. Et nous aurons donc 3 chémotypes avec des propriétés complètement différentes. De façon beaucoup plus schématique, vous voyez qu'ici, la molécule qui est prédominante s'appelle le linalol. Dans ce cas, nous dirons donc que nous avons l'huile essentielle de thym vulgaire à linalol. Ici, c'est la molécule de thymol qui est majoritaire. Nous aurons donc l'huile essentielle de thym vulgaire à thymol. Comment savoir si une huile essentielle a été chémotypée? En regardant son étiquette. Ici, HEBBD signifie l'huile essentielle botaniquement et biochimiquement définie. HECT, huile essentielle chémotypée. D'une manière beaucoup plus générale, il faut veiller à vérifier sur l'étiquette la présence du nom commun, thym vulgaire, du nom latin, Thymus vulgaris, la partie de la plante qui a été distillée, ici ce sont les fleurs, mais ça peut être les feuilles, la tige, etc. Et enfin, le fameux chémotype. Alors, passons maintenant à la pratique. À cette théorie, on va voir les conséquences de la présentation sur le thym en sa version phyto et dans ses versions aromatiques et différents chémotypes. Tout d'abord, le thym en version phyto, la branche de thym que vous connaissez tous est assez reconnue pour ses propriétés antiseptiques. C'est un très bon désinfectant naturel, plutôt sur les sphères respiratoires, plutôt pour dégager un petit peu les sphères respiratoires. Donc, par exemple, vous avez peut-être vous-même déjà fait une infusion avec une branche de thym lorsqu'on avait un mal de gorge. Très régulièrement, on retrouve donc le thym en version phyto dans des produits pour l'élevage, pour prévenir, on va dire, les troubles hivernaux. Passons maintenant au thym en huile essentielle. Premier chémotype, linalol. C'est donc la majorité de ces molécules qui sont de linalol. Il a des propriétés anti-infectieuses d'une manière assez générale, assez globale, puisqu'on va aussi avoir la possibilité d'être actif contre les champignons, antifongique, mais également antiparasitaire.
À ce titre, on retrouve très fréquemment l'huile essentielle de thym à linalol dans des produits plutôt à visée digestive pour prévenir des troubles type diarrhée et des parasitoses intestinales. Le thym vulgaire à thujanol est lui aussi un très grand anti-infectieux, mais va avoir aussi une action sur le foie. Il va aider les cellules hépatiques à se régénérer. Dès lors, lorsqu'on sait que le foie est un organe clé pour la gestion de l'immunité, on va pouvoir retrouver cette huile dans des produits à visée réparation et stimulation de l'immunité, convalescence. Dernier chémotype, le thym vulgaire à thymol. D'une manière assez similaire à la version phyto du thym, on va retrouver des propriétés anti-infectieuses puissantes et expectorants. Expectorant qui va favoriser l'élimination, les sécrétions des mucus, des glaires. De plus, il est stimulant et permet de booster un petit peu l'immunité. Donc globalement, on le retrouve également pour tout ce qui est soutien de la fonction respiratoire. Tout à l'heure, j'ai mis en garde d'un point de vue réglementaire sur l'utilisation des huiles essentielles pures en élevage, puisqu'il n'y a pas d'AMM. Une autre mise en garde, c'est potentiellement certaines propriétés qui sont un petit peu délétères des huiles essentielles. Celle-ci est dermocaustique. Qu'est-ce que cela signifie? Elle est donc caustique pour le derme. Ça veut dire qu'elle peut engendrer des brûlures, des abrasions. Ceci va donc m'emmener à ma deuxième question. Petit sondage que Benoît va vous envoyer. Est-ce que vous-même, lorsque vous utilisez des produits à base d'huile essentielle pour vos animaux, vous vous protégez en portant des gants? Donc, je laisse Benoît vous envoyer cette petite question et nous allons voir vos réponses dans quelques temps à la suite de cette présentation. Passons maintenant au romarin, avec un S également, puisque les propriétés vont varier depuis sa forme plante, phyto, et dans ses différents chémotypes. Alors, le romarin est une plante très connue pour son action sur le foie. En effet, il est cholagogue. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire qu'il va aider à éliminer, libérer la bile depuis la vésicule biliaire jusque dans les intestins, ce qui va donc favoriser, faciliter la digestion. Il est également diurétique. Diurétique, ça veut dire qu'il va favoriser l'élimination par les voies rénales. Enfin, il a des propriétés antioxydants, ce qui permet également d'aider de lutter contre le vieillissement cellulaire et favoriser la régénération des cellules. Pour toutes ces raisons, on le retrouve très régulièrement dans des produits de soutien de la fonction hépatique à visée hépatique pour le drainage de cet organe, comme par exemple dans notre produit Hepanate. Passons à la version aromatique. Premier chémotype, l'huile essentielle de romarin à camphre. Alors, on ne le retrouve pas en élevage pour deux raisons. Sa propriété principale n'a pas vraiment d'utilité pour nos animaux, décontractant musculaire, action antidouleur, mais c'est surtout les effets un petit peu moins désirables qu'on retrouve qui sont complètement compliqués à gérer, puisqu'il peut être neurotoxique. Ça veut donc dire qu'il peut engendrer des troubles neurologiques et également abortifs, donc engendrer des avortements, ce qui n'est pas favorable pour nos animaux gestants dans notre élevage. Donc, on va plutôt oublier cette version chémotype de romarin à camphre. Par contre, celle-ci est plus intéressante pour nous puisque la molécule 1,8-cinéole engendre des propriétés anti-infectieuses et elle est également expectorante. Donc, on retourne sur plutôt la sphère respiratoire qu'on va pouvoir, par exemple, utiliser en olfactif pour prévenir des troubles et des toux. Dernière version de l'huile essentielle de romarin, cette fois-ci à verbénone. Alors, il a un petit aspect mucolytique, donc permettre de fluidifier le mucus, mais surtout, un peu comme on l'avait vu avec la version plante du romarin, la phyto, on va retrouver des grandes propriétés au niveau du foie. Cholagogue,
on retrouve ce mot. Donc, je vous rappelle, c'est favoriser la sécrétion, l'élimination de la bile. Ici, c'est cholérétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va aussi favoriser la production de la bile. Donc, si on produit plus de bile et qu'on l'élimine mieux, on assure un meilleur fonctionnement du foie et donc une meilleure digestion d'une manière générale. On va peut-être prendre les résultats du sondage avant de détailler l'eucalyptus. Est-ce que Benoît a reçu les réponses? Oui. Alors, le sondage, il y a 100% des gens qui n'utilisent pas de gants. Alors, je ne sais pas si c'est bien ou c'est pas bien. Alors maintenant, avec l'explication, ils vont peut-être pouvoir changer leur pratique parce qu'en effet, les huiles essentielles servent, dans ce cas-là, en général, c'est pour soigner vos animaux, mais si vous ne protégez pas, potentiellement, vous pouvez aussi avoir les propriétés qui peuvent passer à travers la peau et donc avoir les soins en même temps que ces animaux. À chaque fois, ce n'est pas recommandé. Donc, c'est vrai que les huiles essentielles ont des propriétés très intéressantes d'un point de vue thérapeutique, mais il faut aussi prendre en considération leurs effets un petit peu moins sympathiques, un petit peu délétères. Donc, il faut pouvoir se protéger à la fois soi et aussi ses animaux, puisque tout à l'heure, on a vu que une huile essentielle pouvait être dermocaustique. Ça peut être dermocaustique pour notre peau, mais également pour le cuir de nos vaches. Donc, il faut se renseigner et se former quand on veut utiliser ce type de produit. Passons donc maintenant à la dernière plante, l'eucalyptus, et j'ai bien remis un S également, puisqu'on va voir que les propriétés vont être différentes entre sa version phyto et aroma. En phyto, en fait, il n'y a pas vraiment d'indication en élevage. Pourquoi? Parce qu'elle est surtout utilisée sous format infusion, fumigation ou teinture, chose qu'on ne retrouve pas de façon pratique en élevage. Par contre, les différents chémotypes ici vont être très, très utilisés. Alors, commençons par l'huile essentielle d'eucalyptus citronné. Cette huile essentielle porte ce nom parce qu'en fait, on a une molécule qui est majoritaire, qui s'appelle le citronellal. C'est celle-ci qui va avoir des effets répulsifs contre les parasites externes, donc les mouches et les moustiques. Cette même molécule, le citronellal, se retrouve dans d'autres huiles essentielles comme la lycée citronnée ou la citronnelle de Java, par exemple. En élevage, l'eucalyptus citronné peut être utilisé pour ses propriétés répulsives, mais on le retrouve très fréquemment pour ses autres propriétés qui sont l'action anti-inflammatoire et antalgique qui agit contre la douleur. À cet effet, elle est très souvent retrouvée dans des crèmes, des baumes amassés pour un effet décongestionnant. L'eucalyptus radié a deux molécules majoritaires, la molécule 1,8-cinéole et la molécule de terpinéol. À cet effet, elle va posséder un peu de propriétés différentes puisqu'elle va être anti-infectieuse et également anti-inflammatoire. Plutôt à visée respiratoire également, puisqu'elle va favoriser la sécrétion, l'expectoration des glaires, mais également antitoussive. À cet effet, on va plutôt la dédier quand les problèmes sont plutôt dans la sphère respiratoire autre pour limiter les toux. On retrouve dans des compléments alimentaires pour prévenir des troubles hivernaux comme le respinate. Dernier chémotype au niveau des eucalyptus, l'eucalyptus globuleux. Vous voyez que dans sa composition, il est très proche de l'eucalyptus radié, mais la molécule d'1,8-cinéole, dans ce cas, est vraiment celle qui est la plus importante, la majoritaire, et qui va donc asseoir ses propriétés à visée respiratoire. On va avoir donc un antiseptique et aussi, surtout, ça va aider à faire sortir, cracher. Donc, on va plutôt avoir dans cette action une propriété à visée bronchique pour vraiment agir en profondeur au niveau de la sphère respiratoire basse. Donc, maintenant, si je résume, vous êtes capable de faire la différence entre la phyto et l'aromathérapie d'un point de vue définition et d'un point de vue application en élevage. Vous êtes également capable de briller en société en définissant ce qu'est un chémotype. Le thym, sous toutes ses formes, il n'y a plus de secret pour vous, tout comme le romarin et l'eucalyptus avec ses formes phyto, plantes, mais également les différents chémotypes pour les huiles essentielles. J'espère donc que cette présentation vous a éclairé sur l'utilisation des plantes
en aroma et en phytothérapie en élevage. Et je reste maintenant disponible pour vous écouter à votre tour si vous avez des questions. Alors, Cyrielle, oh pardon. Eh ben, écoute, encore une très belle prestation. Merci, Cyrielle. Alors, vous pourrez retrouver la conférence de Cyrielle en replay, donc soit par le lien que vous allez recevoir, soit en fin de journée sur la chaîne YouTube. Alors, on va bien avoir besoin des replays parce que il n'y a pas qu'un mot pour l'utilisation du Scrabble. Hein. Il y en a un sacré paquet, hein, donc il y a moyen d'être bon sur les futures parties. Les questions. Alors, où peut-on se procurer des huiles essentielles? Alors, donc je reviens sur l'aspect réglementaire. Les huiles essentielles pures, normalement, n'ont pas d'AMM, d'autorisation de mise sur le marché pour l'utilisation en élevage. On peut les utiliser d'un point de vue olfactif. Et donc, c'est pour ça qu'on ne les retrouve pas forcément dans des magasins spécialisés pour l'élevage ou chez votre vétérinaire, puisque à la base, ce sont des produits plutôt à visée humaine. Donc, on va pouvoir les trouver dans une pharmacie, tout simplement. Par contre, tout ce qui est produit qui contient des huiles essentielles sont commercialisés par les entreprises qui vendent des produits pour tout ce qui est agrofourniture. Et donc, je vais citer San Élevage, puisque j'ai parlé tout à l'heure de deux produits, les Panates et le Respinat, et ils en contiennent tous les deux. Voilà. Très bien. Encore une petite. Dans quelles conditions doit-on stocker les huiles essentielles? Alors oui, les huiles essentielles, vous l'avez vu sur les photos, sont dans des petites fioles en verre, plutôt le verre qui est opaque, hein, assez foncé. Donc on va privilégier de les stocker d'une manière droite pour éviter qu'il y ait des effluves, même si le bouchon il est assez dur à ouvrir, mais surtout pour éviter que ça se renverse, et plutôt à l'abri de la lumière. Donc c'est notamment pour ça que déjà elles sont dans un flacon assez foncé. Encore une question. Je pense que tu n'as pas été assez clair, Cyrielle. C'est pour ça qu'il y a plein de questions. Alors, n'hésitez pas. Hein, vraiment, vous pouvez y aller, vous poser des questions. On a un petit peu de temps, donc pas de souci. Alors, il y a Estelle. Comment utilisez-vous la phytothérapie en prairie, pharmacie? Alors oui, là, on a des semences qui sont dédiées à ça, avec des plantes souvent d'intérêt d'un point de vue digestif, hein, prévention des troubles digestifs, potentiellement stimulation de l'immunité pour lutter contre tout ce qui est parasite. Et il y a plusieurs études qui sont en cours pour savoir si c'est plutôt laisser les animaux pâturer pendant plusieurs jours dans une parcelle dédiée à ça avec les plantes d'intérêt, ou si c'est plutôt revenir de façon fréquente, mais qu'un temps limité. On n'a pas encore défini quelle était la meilleure technique, mais en gros, le résultat, c'est ça, hein, c'est d'aller faire pâturer, consommer de façon spontanée les animaux des plantes qui ont eu des propriétés déjà avérées contre certaines problématiques digestives. Très bien, merci Estelle pour cette question. Quels sont les effets d'un éventuel surdosage? Alors oui, j'ai évoqué pendant la présentation que les huiles essentielles, de par leur propriété d'être très très concentrées, ont des propriétés thérapeutiques intéressantes, mais potentiellement aussi un petit peu dangereuses. Donc s'il y a surdosage, ça va s'apparenter à une intoxication. Ça dépend aussi de la façon dont ça a été administré, mais ça peut être des désordres type digestif, donc vomissement, diarrhée. Si c'est sur la peau, on a évoqué le fait que ça pouvait faire des brûlures. Ça peut être aussi des réactions type choc anaphylactique. Hein. Si on a fait un surdosage, on peut par exemple avoir un animal qui se met à gonfler, engendrer des troubles respiratoires. Donc ce n'est pas anodin en fait quand on traite avec les huiles essentielles. Très bien. Alors, je vérifie s'il y a d'autres questions. Donc, allez-y, hein, on a encore un petit peu de temps, donc il n'y a pas d'autres questions. Donc, pas de problème. Donc, si vous avez des questions qui vous viennent à l'issue de cette conférence, pas de souci. Vous pouvez reprendre contact avec Cyrielle via le service client et Cyrielle fera un plaisir de répondre à toute autre question. Il y avait plein de monde aujourd'hui de la France, de l'Alsace, des pays du Nord, donc tout le monde était représenté aujourd'hui. Alors encore merci pour votre participation à ce webinaire. J'espère qu'on va vous retrouver tout au long de la semaine. Donc on se retrouve tout à l'heure, si vous voulez bien, et si le sujet vous intéresse, avec Magdalena.
qui va nous parler de la valorisation des effluents et comment sécuriser ces apports. Merci à tous. Merci Cyrielle. Merci à vous. Et puis à très vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez en découvrir plus, abonnez-vous sur notre site. Vous lâchez un pouce bleu. À bientôt.